Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, vous commencez à la connaître, Céline Lisraou, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et oui, vous avez lancé ce magazine Zèbre il y a 8 mois maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Le magazine de la neurodiversité. Moi, je trouve que c'est important de vous inviter à chaque fois, parce que d'abord, vous avez monté ce journal toute seule, que c'est un boulot plus qu'intéressant, qui parle de tous ceux qui ne sont pas dans la norme, les TDAH, les DIS, tout ce qui est dyspraxie, ce que vous appelez les zèbres, c'est-à-dire celui qui est un petit peu à côté dans la société. On commence à en parler de plus en plus. Vous êtes, alors racontez-nous un petit peu, vous en êtes au numéro 3, ça marche bien ? Alors ça marche bien, on a la chance d'avoir cette semaine, on a notre 1000e abonné. Alors 1000 abonnés c'est pas beaucoup pour les gros journaux, mais pour nous qui commençons, en moins d'un an, 1000 abonnés c'est beaucoup. C'est des gens qui viennent, qui commandent le numéro et puis les numéros suivants, ça c'est vraiment important. Et ça montre aussi qu'on a la confiance des parents et ça c'est vraiment important. Oui, alors racontez-nous, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour les sensibiliser ou les convaincre que c'est important de se préoccuper de tout ce qui n'est pas dans la norme. Quand on a un enfant un peu différent, comment on est alerté ? Alors déjà, la norme, on commence par interroger la norme. Les gens qui sont neuroatypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement dans la norme, ça représente 16% de la population. Si vous ajoutez tous les dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc. Les gens avec un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les personnes autistes, on se retrouve, les neuroatypiques, c'est 16% de la population. C'est pas 2 personnes, c'est plus de 10 millions de personnes en France. Ça veut dire vraiment que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la norme, elle n'est pas un peu étroite et un peu étriquée? Est-ce que le vrai enjeu, ça serait pas de faire que tous ces gens-là ne soient plus neuroatypiques, mais se dire finalement la norme, elle est peut-être trop étroite, il faudrait l'élargir. Dans votre édito, c'est-à-dire la multiplicité fait partie de la nature. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, juste une question sur les TDAH, c'est-à-dire on a vu, vous avez suivi l'ancien ministre de la Santé qui dit être atteint de troubles de déficit de l'attention. Est-ce qu'on ne l'est pas tous un peu? Est-ce que c'est pas une excuse un peu facile Alors non, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est donc biologique. C'est pas une question. Très très longtemps, on a dit c'est des enfants mal élevés et tout. Ça n'a rien à voir avec la manière d'élever les enfants. Un gamin avec un TDAH ou un adulte avec un TDAH, parce qu'on reste avec son TDAH à l'âge adulte souvent, c'est une personne qui est faite comme ça. C'est comme le dyslexique, il ne voit pas les lettres comme vous. C'est pas qu'il fait pas d'efforts, c'est qu'il ne voit pas les lettres comme vous. Donc le TDAH, c'est une neuroatypie et vous naissez comme ça. Pourquoi on a le sentiment qu'il y en a plus aujourd'hui? Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande aux gens de rester de plus en plus statiques. Il y a 3 siècles, on ne demandait pas aux enfants de rester les fesses sur une chaise de 8h du matin à 18h30. Et par ailleurs, aujourd'hui, on commence à diagnostiquer. Avant, dans notre génération, puisqu'on a plus 20 ans autour de cette table, dans notre génération, on disait il est mal élevé, il bouge tout le temps, il est épuisant. Voilà. On ne se posait pas la question de pourquoi. Tout comme les dyslexiques, ils n'arrivaient pas à lire au tableau, ils ne faisaient pas d'efforts. Personne ne se disait ce gamin, il ne lit pas parce qu'en fait, il ne peut pas lire. Donc aujourd'hui, on a fait de gros efforts dans le diagnostic, surtout pour les 10, le TDAH, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on a fait de gros efforts pour le diagnostic et ça n'a rien à voir avec quelque chose à la mode ou quelque chose d'éducationnel. Mais est-ce que vous considérez que tout ça, ce sont des maladies ou pas, ou ce sont des troubles? Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre maladie et trouble? Elle est énorme. D'abord, le trouble, ça se guérit pas. Quand vous êtes dyslexique, vous pouvez faire de la remédiation, vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous apprend à mieux lire, etc. Mais globalement, vous serez dyslexique toute votre vie. Quand vous avez un TDAH, vous serez TDAH toute votre vie. Et quand vous êtes autiste, qui n'est pas un trouble, c'est une manière d'être. L'autisme, c'est ni une maladie ni un trouble. Vous êtes autiste, point. Donc, la notion de maladie, c'est quelque chose qui est réversible, en général, et dont on peut guérir. Là, c'est pas une maladie, on peut pas en guérir. Ce sont des êtres humains qui font partie de la diversité de l'humanité. On accepte d'être divers physiquement. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gens de toutes les couleurs. Donc, la diversité physique, on l'accepte. En revanche, la diversité mentale, on la voit comme quelque chose de maladif. C'est absurde. Donc, pour vous, Elon Musk, il peut être un dirigeant
intelligent et c'est pas un souci qu'il soit autiste. Alors, intelligent, je sais pas. Alors d'abord, il est autodiagnostiqué, donc peut-être est-il autiste, mais peut-être pas, mais peut-être est-il autiste. Et on peut être autiste et insupportable. On peut être autiste et brillant, on peut être autiste et charmant, on peut être autiste et mal élevé. Il est autiste et autre chose. Mais comme les gens qui sont dans la norme, j'ai envie de dire. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas la personnalité d'Elon Musk à travers son autisme. Il se trouve qu'il est autiste. Et il se trouve qu'il est par ailleurs Elon Musk. C'est quelqu'un d'unique. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu ce numéro 3. Donc, je l'ai dit, Olivier Véran, mon hyperactivité est un atout. Vous l'avez suivi. Vous parlez également des rencontres neuroatypiques parce que c'est pas toujours évident de rencontrer l'amour quand on est atteint alors, j'ose même plus dire atteint. Qu'on est autiste ou qu'on a un TDAH. On a un TDAH. Oui. Alors, on a voulu. Qu'est-ce qui est la particularité, oui? Alors pour ce numéro, on a voulu être vraiment on nous reproche beaucoup, mais j'assume, on a voulu vraiment être dans un numéro d'été. Ouais. On parle comme tous les magazines l'été de sensualité, de sexualité, de l'amour, parce que les jeunes autistes TDAH 10 et les adultes aussi, ils ont les mêmes besoins et envies que les personnes qui ne sont pas autistes TDAH ou 10. Le problème très spécifique pour les personnes autistes et TDAH qui ont un TDAH avec la séduction, c'est l'implicite. En fait, la séduction, c'est un jeu. Depuis la nuit des temps, c'est un jeu de séduction entre un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe. Mais c'est un jeu. Et en fait, c'est le jeu pour une personne autiste, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que les personnes autistes sont beaucoup dans l'explicite et l'implicite, elles ont du mal. Donc c'est très compliqué pour une personne autiste qui n'est pas en interface avec une autre personne autiste de comprendre, de faire comprendre à la personne en face quels sont les attendus et ce qu'il attend. Et d'ailleurs, on a une très très belle, alors c'est pas exactement sur l'amour, c'est sur les violences sexuelles. Mais on parle de sexe. Il y a une très belle interview de Marie Rabatel, qui est une femme formidable, qui défend les droits des personnes autistes et des femmes autistes. 9 femmes autistes sur 10 ont vécu des situations de violence sexuelle dans leur vie. 9 femmes sur 10 autistes. C'est-à-dire que ce sont des proies faciles, puisque étant dans l'explicite, elles ont du mal à dire, et les hommes autistes aussi, pareil, elles ont du mal à dire, non là, la main sur le bras, c'est pas possible. C'est une main sur un bras. Donc vraiment, Marie, qui est une femme formidable, je le répète, elle essaie d'éduquer les jeunes femmes autistes surtout, aux limites à ne pas dépasser, comme un violentomètre, en fait. Ouais, et comment elle leur apprend alors, puisqu'ils ne l'ont pas à l'intérieur d'eux-mêmes, comment elle arrive à leur faire comprendre qu'il faut dire non? Alors, comprendre qu'il faut dire non, on comprend tous qu'il faut dire non, autiste ou pas autiste. Là, pour le problème, c'est la limite à partir de laquelle on dit non. À partir de quel moment, une main sur la main, c'est amical. En fait, tout dépend du contexte. Dans les rapports humains, tout dépend du contexte. Tout à l'heure, vous êtes passé, vous m'avez mis la main sur le bras pour me dire bonjour. C'était purement amical. On serait dans un autre contexte, je sais pas, en boîte de nuit, et vous seriez lourdin, mettez la main, ça serait autre chose. Tout ça, nous, qui ne sommes pas autistes, on sait l'interpréter. C'est beaucoup plus difficile pour une femme autiste. Et donc, Marie Rabatel, entre toutes les choses formidables qu'elle fait, elle met en place un violentomètre. En fait, le violentomètre, c'est qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je ne dois pas accepter. Mais à l'inverse, si je lui offre une rose, est-ce qu'elle verra que je suis intéressé par elle, ou elle se dira « Ah ben c'est gentil, c'est joli une rose ». Je sais pas, parce que je suis pas une personne autiste, et il y a autant de personnes autistes qu'il y a de personnes, donc voilà. Non, mais parce que c'est vrai que dans le cliché, quand on voit les séries ou autres, où parfois il y a des autistes, ils jouent énormément sur le côté de non-ressenti de sentiments. Alors, je pense pas que ça soit une question de non-ressenti, c'est dans les séries. C'est une interface avec le quotidien qui est pas l'interface de la, une fois de plus, normalité. Donc c'est pas ce à quoi nous, personnes qui sommes dans la normalité, qui sommes neurotypiques, attendons. Vous offrez 10 roses à 10 femmes autistes différentes. Je pense qu'il y aura 10 réactions différentes, parce qu'avant d'être autistes, ce sont des femmes. Voilà. Mais entre offrir une rose et commencer à toucher, il y a quand même aussi non, mais j'étais sur quelque chose de très différent. Beaucoup de témoignages, c'est toujours ce qui est très enrichissant dans ces numéros de Zèbre. Il y a cet enfant, celui qui a été un enfant dyslexique, Corentin, qui a trouvé son équilibre en fabriquant des objets, en faisant travailler ses mains. Après, il est devenu écrivain voyageur. Et donc, c'est toujours intéressant, je pense, de voir comment
comment le destin et comment évoluent des personnalités comme celle-là. Et puis aussi celui que j'ai trouvé très intéressant et qui peut intéresser nos auditeurs qui ont des enfants, Petit Poulpe deviendra grand. C'est une crèche qui accueille à la fois des enfants qui ont des troubles et des enfants qui n'en ont pas. Donc c'est cette mixité qui va aussi enrichir les uns et les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment, pour moi, Poulpi, c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'école. Alors c'est pas l'école, hein, c'est la crèche, mais inclusive. C'est-à-dire qu'on ne prend pas 3 enfants différents, neurodifférents, en le mettant au milieu de 30 enfants avec une AESH, c'est-à-dire une aide scolaire, une aide scolaire. On se dit, voilà, on va être à parité, c'est-à-dire qu'il y a 10 enfants neurotypiques et 10 enfants neuroatypiques. Et il se passe un truc génial, c'est que en grandissant ensemble, ils apprennent l'altérité. Quand on voit que en cours aujourd'hui au collège et au lycée, on donne des cours pour apprendre à être respectueux des autres, en fait, ça s'apprend pas, ça s'éduque le respect des autres. Et donc évidemment, quand on est éduqué depuis sa plus petite enfance avec des enfants différents, des enfants autistes, des enfants avec un trouble du déficit de l'intelligence, enfin des enfants différents de la norme, ces enfants différents de la norme, ils deviennent normaux. Ils sont dans la norme, et c'est ça qui est formidable avec Poulpi, et ce qui est ça qui devrait être le cas dans toutes les écoles en France. C'est en faisant grandir les enfants côte à côte, il n'y a plus de problème de normalité et d'anormalité. Il y a juste des enfants qui sont tous très divers et qui avancent à leur rythme différent. Vous parlez donc, Valérie, on a parlé au début, il y a l'interview d'Olivier Véran. Pourquoi il a voulu vous en parler et en quoi ça l'a un peu embêté dans son métier de ministre? Alors, on en a parlé avec Olivier parce que je connais Olivier, on sait beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble quand il était ministre de la Santé. Moi, j'étais directrice d'un autre journal qui s'appelle Rose Magazine. Et en fait, on a beaucoup milité dans le cadre de Rose Magazine parce qu'au début du Covid, toutes les opérations étaient annulées, et y compris les opérations de chirurgie de cancer. Donc, nous, on était vraiment vent debout contre ça. Et donc j'avais le portable professionnel du ministre, et en général j'ai envoyé des petits messages à 4h30 du matin. Nous journalistes, on sait bien que si on veut avoir une réponse, il faut être en haut de la liste quand il va ouvrir son téléphone. Donc moi à 4h30 je mettais mon réveil, j'envoyais mes SMS, et en général je m'attendais pas à ce qu'il me réponde avant 8h, mais à 4h35 il me répondait. Il répondait tout le temps au taquet, et c'est vrai que quand on le voyait pendant le Covid, on avait le sentiment qu'il avait dit Olivier Véran. Des fois, je me disais, mais il a une doublure, ce garçon, c'est pas possible, on le voit partout. Bon. Et en fait, Olivier Véran, il dort jamais. Il dort jamais, et c'est comme ça qu'il a été diagnostiqué. C'est-à-dire que pas dormir quand on a 30 ans, 40 ans, ça va. Quand on approche de la cinquantaine, ça commence un petit peu à piquer. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, il est comme ça depuis tout jeune. Il a toujours été complètement zébulon. Il s'est autorégulé, c'est-à-dire qu'il écoute des heures de musique, ce qui lui fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de sport. Mais à un moment, c'est devenu trop compliqué. Et c'est comme ça qu'il était diagnostiqué pour ses problèmes de sommeil. Et ensuite, ça a été difficile pendant sans doute les études, parce qu'un trouble déficit de l'attention, ça veut dire qu'il faut poser son attention, ça veut dire aussi que c'est possible. Mais en revanche, dans son emploi du temps de ministre, ça veut dire qu'il a pu se surmultiplier avec une espèce d'énergie dont on avait l'impression qu'elle était sans fond, vraiment. Il y a énormément de choses dans ce magazine, on n'a pas le temps de tout détailler, et heureusement, parce qu'il faut le découvrir, ce nouveau numéro de Zèbre, le magazine de la neurodiversité. J'ai bien aimé dans le communiqué de presse, c'est un média ovni, et c'est exactement ça. C'est un magazine qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'il traite d'un sujet dont personne ne parle, ou alors des articles assez succincts. Là, vous expliquez à certaines mamans, enfin il y a des mamans qui témoignent de leur valise avec un enfant un peu différent. Il y a énormément de choses. Anticiper les vacances, anticiper les galères de la rentrée scolaire aussi. Je pense que ça, c'est très important. Donc Zèbre, c'est en kiosque, le magazine de la neurodiversité. Puis on vous attend pour le numéro 4. Merci à vous, et on se retrouve nous dans un instant. Avec Hélène Paris, Valérie.